Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Comment se protéger contre les top 10 des menaces les plus critiques liées aux API. Tout d'abord, je vais remercier de votre attention. Sachez bien que le webinaire sera enregistré. Tout au long, vous pouvez laisser vos questions dans l'espace chat et nous essaierons de répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Nous poserons également quelques questions au public pour avoir votre opinion plusieurs fois durant ce webinaire. Donc, merci beaucoup aussi de participer. Et tout à la fin, il y aura un petit sondage de satisfaction. Tous vos commentaires seront très appréciés et ça nous aidera à nous améliorer pour les webinaires dans le futur. Merci beaucoup. Alors, donc aujourd'hui, avec vous, il y a moi-même, Vera de Chauvigny, responsable marketing produit, et Guillaume Brix, notre expert en cybersécurité et responsable manager des services professionnels au sein de Rodéchar Cybersécurité. Alors, commençons direct sur les API. Donc, les API sont devenues une nécessité stratégique pour tout type d'entreprise. Bien évidemment, ils permettent de faire les choses mieux et plus vite. Aujourd'hui, on sait que plus que la moitié du trafic sur Internet n'est plus du trafic humain vers les applications, mais application ou machine à machine. Donc, les API sont désormais des composants essentiels pour tout type d'archi, d'applications, donc microservices, SPA, Single Page Applications, applications mobiles et même IoT. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'en moyenne, une organisation gère plus de 400 API. Donc, qui dit API dit une plus grande surface d'attaque. En fait, nous avons récemment organisé un autre webinaire sur le sujet. C'était intitulé « La sécurité des API et comme principal défi de la transformation générique ». Et je vais juste rapidement vous poser une question. Si la question doit s'afficher sur votre écran. Donc, êtes-vous intéressé par ce webinaire et les réponses sont les suivantes. Donc, oui, veuillez bien m'envoyer le lien de la rediffusion. Oui, j'ai déjà assisté au webinaire ou écouté la rediffusion et non, merci. Voilà, ça nous permettra de savoir si vous souhaiterez qu'on vous envoie le lien. Alors, donc, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est grâce au OWASP pour une grosse partie. Donc, OWASP, c'est Open Web Application Security Project. C'est une fondation mondiale qui est indépendante, à but non lucratif, et grâce à sa position unique pour fournir des informations impartiales et pratiques sur la sécurité applicative, il est connu principalement pour sa recherche sur les OWASP, on appelle ça OWASP Top 10, qui sont donc c'est un document de recherche qui est publié tous les 3 à 4 ans pour répondre aux changements sur la sécurité applicative. Donc, les top 10 énumèrent donc les risques de sécurité les plus critiques pour les applications en général. Le dernier document de recherche a été publié en 2017. Donc, vous avez les top 10 de 2017 là au milieu. Et pour la toute première fois, il y a eu donc le risque lié aux API. C'était donc les API Underprotected, API sous-protégées. C'est pour la toute première fois que les API étaient donc nommées. Vous voyez à gauche, c'était la recherche de 2013 où il n'y avait pas mention d'API du tout. Et donc aujourd'hui, en 2019, ou plus précisément il y a tout juste un mois, le OWASP a officiellement publié les top 10 des API. Donc, ainsi, les API ont maintenant leur propre top 10. Plus large des risques liés à la sécurité des applications web est toujours pertinente en raison de leur nature très particulière. Donc, nous avons maintenant une liste des risques sur les API et vraiment, donc, les API ont maintenant leur propre document de recherche et ça va être le sujet de ce webinaire. Et juste pour terminer sur ma partie, les top 10 des API donc, reflètent bien évidemment l'évolution du marché. Voilà. Et les API sont omniprésentes et leurs failles attirent bien les hackers. Les API présentent un risque accru parce que plus de 80% des attaques web sont désormais pilotées par les API.
Et selon Gartner, donc cabinet d'analyste, d'ici 2022, l'abus d'API sera le vecteur d'attaque le plus fréquent sur les entreprises. Donc, voilà un petit schéma pour démontrer notre produit. Rohde & Schwarz Web Application Firewall est placé entre le client et les serveurs API. Donc, c'est une position privilégiée pour sécuriser toutes les interactions et intercepter le trafic dès le début. Donc, comme ça permet de filtrer les données et protéger le reste de la chaîne commerciale. Je vais à ce stade passer le relais à notre expert en sécurité, Guillaume, pour vous détailler chaque risque en détail et expliquer comment notre produit peut soit atténuer, soit complètement éliminer le risque lié aux API selon le top 10 des OWASP. Parfait, merci Vera. Donc Guillaume Rix, je suis responsable aujourd'hui de la partie Professional Services au sein de la société Rohde & Schwarz Cybersecurity et fait partie de la société depuis à peu près 8 ans maintenant. J'ai 3 quarts d'heure pour vous présenter le top 10 de l'OWASP. Donc je ne vous le cache pas, c'est assez court. J'aurais bien aimé vous faire une démo pour chaque vulnérabilité, mais ça ne va pas être possible dans le temps imparti. Je vais vous montrer quelques exemples sur chaque vulnérabilité. Et puis, je vous encourage de toute façon à demander à ce qu'on vienne vous présenter directement pour que ce soit un peu plus parlant peut-être en vous montrant sur le produit lui-même les remédiations qu'on propose lors d'une démo ou ça peut être sur site. Alors, il faut savoir que le top 10 de l'OWASP, c'est le même principe que le top 10 sur la partie Web Application. On verra que certaines vulnérabilités sont communes aux 2 top 10. Celui pour la partie API qui nous intéresse aujourd'hui est aujourd'hui c'est toujours une release candidate, d'accord, qui devrait être validée et finalisée d'ici la fin de cette année. Il y aura peut-être quelques changements, peut-être dans l'ordre des vulnérabilités, mais les 10, il y a de 90% de chances que ça reste les mêmes que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc dans cette release candidate, on va commencer par la première, qui s'appelle Broken Object Level Authorization, autrement dit BOLA. Alors, si vous faites une comparaison avec la partie web, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle IDOR sur la partie web. Le principe, alors pourquoi c'est le top 1 de ce top 10 parce qu'il est extrêmement facile d'exploiter une telle vulnérabilité. Vous savez aujourd'hui que dans les API, vous avez des ID pour référencer chaque ressource qui est utilisée par l'utilisateur, y compris par exemple l'ID de l'utilisateur lui-même est un ID. Les vidéos qu'il a uploadées sont des ID, les commentaires qu'il met sur les vidéos, ce sont des ID. Donc, vous accédez à chaque ressource dans la base de données par des ID. Le scénario est assez simple d'un point de vue attaquant. Il suffit simplement, les ID peuvent être présents dans les URL, peuvent être présents évidemment dans les données postées, peuvent être présents dans les headers, sont présents partout. Donc il suffit de changer un ID par un autre et voir ce que ça donne. Donc c'est tout simple, extrêmement facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'outils particuliers pour exploiter ces vulnérabilités. Et bien souvent, elles sont critiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vous donne des exemples publics, évidemment, qui ont été publiés il n'y a pas encore très longtemps. Lorsque vous vous connectiez sur votre espace Amazon, vous alliez sur votre compte utilisateur et vous avez, une fois sur votre profil, vous avez un lien pour télécharger l'historique de vos actions effectuées au sein d'Amazon. Là, vous avez une requête API qui est effectuée pour récolter le fichier CSV qui contient vos actions, vos historiques d'actions. Et dans cette requête qui est faite à l'API, vous envoyez l'ID de votre utilisateur. Il suffisait de changer cet ID, qui est un ID incrémentable, vous faisiez +1, et vous aviez l'historique des actions d'un autre utilisateur. Donc, c'est assez simple à exploiter, c'est très dur à contrecarrer. En fait, la solution à ça, c'est évidemment en termes de développement. Dès qu'un appel API est ajouté au niveau de l'API, il faut que le développeur implémente, déjà ne fasse absolument pas confiance évidemment à ce qui lui est envoyé par l'utilisateur, ça c'est classique.
mais surtout vérifie que l'ID qui lui est envoyé a bien accès aux ressources qui sont demandées. Donc ça, ce sont des contrôles d'accès qui doivent être faits au niveau application. Alors, on va voir comment le WAF peut aider dans certains cas à mitiger cette solution, cette problématique. Je vous ai mis également un deuxième exemple qui n'est pas très vieux non plus, hein. C'est sur Verizon. Voilà, personne télécharge sa facture, vous voyez, il y a un ID, il a fait +1, il est monté jusqu'à 2 millions comme ça, il a eu 2 millions de factures avec les coordonnées de chaque personne, voire bien plus. Voilà, donc c'est extrêmement simple à faire. Les ID ne sont pas forcément des chiffres, hein. Vous pouvez avoir dans l'URL, par exemple, vous demandez une page où il y a votre nom, prénom dans l'URL. Si vous changez avec le nom, prénom d'un autre client, évidemment, vous tombez sur les informations de l'autre personne. Ce n'est pas forcément des ID. Au niveau remédiation à ça, donc comme je disais, c'est surtout en termes de développement au niveau de l'API. Chaque appel API doit faire des contrôles d'accès sur les ressources. Vous avez évidemment la possibilité, et c'est recommandé, hein, évidemment, d'utiliser des ID non prédictibles. Voilà, ça va être ce qu'on appelle des UUID, vous savez, les ID de 32 caractères, etc., donc, qui vont dissuader en tout cas l'attaquant de faire des attaques de type brute force ou simplement d'incrémenter l'ID. Voilà. Alors, UUID est une solution, est une mitigation, puisque vous avez pas mal de moyens d'obtenir les UUID de telles ressources d'un autre utilisateur. Par exemple, lorsque vous prenez une commande d'un Uber, le chauffeur du Uber, lui, il a son UUID qui l'identifie en tant que chauffeur. Lorsque vous faites une commande sur Uber, forcément, si vous regardez les requêtes, vous obtenez le UUID du chauffeur, qui peut vous être utile dans une requête qui serait vulnérable à un IDOR. Vous pourriez utiliser ce UUID du chauffeur. Donc, ça se fait en deux parties. D'abord, la récolte des informations, et puis après, l'exploitation, comme d'habitude. Au niveau du WAF, il n'y a pas... en fait, la solution est commune à plusieurs outils. Si on veut vraiment mitiger ça, vous avez possibilité de mettre une brique request limiter qui est très granulaire et qui va vous permettre, par exemple, de détecter des tentatives d'IDOR lorsqu'elles sont incrémentales. Voilà. Si l'utilisateur, par exemple, a un ID 1 et qu'il essaye le 2, 3, 4, 5, etc. dans l'ordre, ou à l'inverse, on va pouvoir le détecter. Maintenant, s'il fait un brute force un peu aléatoire sur des ID, ces solutions ne vont pas convenir. Ce qu'on va pouvoir faire, en revanche, c'est regarder justement le comportement utilisateur. Voilà. Généralement, quand il y a des IDOR sur des API, ils ne sont pas sur tous les appels API, heureusement. Voilà, c'est parce que justement, le développeur a ajouté une requête au niveau de l'API, n'a pas rajouté le check nécessaire, et là, il y a un IDOR. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'API, sur le reste de l'API, la protection est bien en place au niveau de l'API elle-même, au niveau du développement. Et là, au niveau du WAF, vous savez qu'on est en reverse proxy, donc on voit tout ce qui rentre, on voit tout ce qui sort, on va travailler sur ce qui sort. C'est-à-dire on va repérer les requêtes qui génèrent des 401 au niveau de l'API, donc Authorization Failure. Et puis, du coup, on va incrémenter les compteurs sur cet utilisateur pour dire, ben voilà, ça fait 10 requêtes qu'il fait, qu'il n'avait pas le droit de faire. Donc, on va avoir un comportement peut-être un peu plus strict au niveau du WAF. Donc, ça va plus être en réaction par rapport à un comportement de pentester ou d'attaquant. OK. Sur la partie 2, donc la deuxième vulnérabilité qui a été identifiée par le WASP, ça va être tout ce qui est authentification. Donc, Vera l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, sur une API, généralement, vous avez une API spécifique pour tout ce qui est authentification, qui va gérer donc l'authentification, mais qui va aussi gérer le renouvellement de mot de passe, le mot de passe oublié, tous ces liens. Généralement, sur une API à part, sur un serveur name à part, sur une machine à part. Ce qui est important
comprendre avec les API, c'est on ne sait pas qui se connecte dessus, d'accord? Ça peut être un client, ça peut être un partenaire, ça peut être une machine, ça peut être un utilisateur. Donc, il va être important d'identifier déjà le type de client qui va se connecter à l'API pour avoir peut-être des réactions appropriées en fonction d'eux. Et puis surtout de suivre les standards en termes d'authentification, notamment le standard OAuth version 2 qui fournit pas mal de guides, de best practices sur les conduites à tenir en termes de développement. Il va de soi que la vulnérabilité est également très critique, puisqu'à partir du moment où vous êtes capable de bypasser l'authentification, c'est mal parti. Donc on va voir au niveau du WAF, je vous ai mis également un petit exemple ici. Alors ce n'est pas vraiment un exemple, mais c'est juste un extrait. Il faut savoir que le fichier en question, il fait plus de 2000 lignes. Ça, c'est juste les premières lignes que vont utiliser les pentesters ou les attaquants lorsqu'ils ont affaire à une authentification API. La première chose qu'ils vont faire, c'est à chaque fois que vous avez un lien redirect dans l'URL, il va essayer de renvoyer, de mettre une URL à lui là-dedans pour récolter le login mot de passe qui est utilisé par l'utilisateur. Donc, ce qui est fait généralement au niveau de l'API, lorsque c'est bien fait, c'est que vous avez une liste blanche de ces URL, voilà. Donc il interdit tout changement. Si ce n'est pas fait, on pourra le faire au niveau du WAF à travers les sitemaps. Je vais vous présenter ça juste après. Donc ça, c'est juste le début des tests qui peuvent être faits au niveau de l'authentification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie des attaques qui sont faites là-dessus. Puisque, évidemment, dans le cadre, par exemple, des bug bounties, c'est les plus rémunératrices. Alors ici, on va évidemment, encore une fois, utiliser, mais ça on l'a toujours fait, la partie request limiter pour éviter les brute force et tentatives de login trop fréquentes sur un utilisateur en particulier, c'est de deviner son mot de passe, bien que généralement ce soit fait au niveau de l'API. 3-4 tentatives, on va vous dire qu'il va falloir attendre un certain temps pour recommencer, mais surtout la partie sitemap. Donc la partie sitemap va revenir pas mal de fois sur Stop 10. La sitemap, c'est l'équivalent d'une liste blanche, si vous voulez, que vous allez fournir à travers un fichier Swagger ou un autre type de fichier JSON qui va définir votre API. Donc c'est vraiment la liste blanche. Vous pouvez mettre le mode d'apprentissage, par exemple, sur l'utilisation de votre API, et ça va construire ce fichier Swagger pour vous, listant toutes les URL autorisées, et pour chaque URL, vous avez différents niveaux de profondeur. Vous pouvez aller jusqu'à définir le type de paramètres qui sont autorisés, la longueur des paramètres, qui a le droit de l'utiliser, les méthodes, etc. Donc c'est vraiment la carte blanche de l'API, la carte d'identité. L'avantage de ça, c'est que à travers l'API de la solution, vous pouvez donner les droits au développeur, celui qui génère le fichier Swagger, d'uploader une nouvelle version du fichier dans la politique de sécurité du WAF lorsqu'il met à jour son API. Voilà, il ajoute une fonctionnalité à son API, il génère le fichier Swagger, il l'upload dans le WAF, vous faites un apply, donc il n'y a pas de coupure de session, c'est un soft apply, et vous avez votre politique de sécurité à jour. Ici, par exemple, vous pouvez justement dans le fichier sitemap dire, ben voilà, pour le paramètre redirect qu'on a vu juste avant, lorsque je fais mon authentification, je n'ai le droit d'accepter que les URL auxquelles je m'attends, et toute tentative de mettre une autre URL sera bloquée. C'est un exemple de choses qu'on peut faire. Généralement, sur les API modernes, en tout cas, vous avez l'authentification qui va générer un token JWT, donc Java Web Token. Dans la solution WAF, vous avez une brique qui s'appelle JWT Parsing qui va vous permettre de vérifier la validité de ce token. On a également des briques pour les générer, s'il n'y en a pas qui sont générées. Mais ici, on va surtout jouer le rôle de vérifier la signature du token. Alors, je ne vais pas vous décrire ce qu'est un JWT en détail ici, on n'aura pas le temps, mais en gros, vous avez 3 parties dans le JWT. Vous avez la dernière qui est la signature. Et généralement, la première chose que fait un attaquant, il essaye de ne pas signer un JWT.
Donc, en termes de signature, vous avez 3 choix, soit RSA, soit HSA, soit non. Si vous mettez non, ça veut dire que le token n'est pas signé. Et bien souvent, si ce n'est pas bien configuré au niveau de l'API va accepter la chose et du coup ne va pas vérifier le token. Donc là, vous pouvez mettre après dans les autres parties du token JWT ce que vous voulez. Votre identité, votre scope, donc admin par exemple, etc. C'est assez fréquent. Donc ici, on va pouvoir, grâce à cette brique, vérifier la signature des tokens qui sont envoyés. Au niveau, pour la partie 3, donc la vulnérabilité 3, elle est encore plus facile que les précédentes pour les attaquants, puisque ici, l'attaquant n'a absolument rien à faire. Il doit juste regarder ce qui est renvoyé dans ses requêtes. Donc, c'est le fait de renvoyer beaucoup trop de résultats, beaucoup trop d'informations par rapport à ce qui est demandé. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, on voit de tout. On voit des requêtes qui sont faites qui, en retour, vont, par exemple, vous faites une requête sur une vidéo, et puis dans le retour, vous allez avoir la vidéo, mais aussi l'utilisateur qui a envoyé la vidéo, et pourquoi pas son nom, son prénom, son adresse, son mot de passe en MD5, et j'en passe. Donc ça, c'est vraiment du data leak en retour, qui est fait par l'API, qui par défaut envoie tout, et puis, mais n'affiche pas tout, évidemment, sur l'interface graphique. Vous aurez que les infos demandées, mais si vous regardez les réponses, vous avez souvent, bien souvent, beaucoup trop d'informations. Pour pallier à ça, c'est assez simple, il faut faire du WAF, mais dans l'autre sens. Pas en entrée, mais en sortie. Voilà, faut vérifier ce qui sort. Donc, pour la partie JSON ou SOAP, d'ailleurs, vous avez tout ce qu'il vous faut dans le workflow pour faire ça. Vous avez un firewall JSON, donc c'est un sous-workflow qu'on a développé et mis à disposition via le workflow repository sur l'espace client. Je reviendrai là-dessus, mais tous ces workflows qui aujourd'hui ne font pas partie du package par défaut du WAF, mais qu'il faut aller chercher sur l'espace client, vont être repackagés dans le produit à très court terme. Voilà. Tout le packaging par défaut qui est offert dans le produit est en cours de révision, y compris le workflow par défaut. Donc attendez-vous à pas mal de changements de ce point de vue-là, mais du coup beaucoup plus de choses qui sont utilisables de suite et commun ce type de vulnérabilité, pour protéger ce type de vulnérabilité. Donc ici, sur le firewall JSON, vous voyez l'exemple à droite, non filtré, donc j'ai trop d'informations, y compris numéro de sécu, numéro IBAN, etc. Je mets le filtre firewall JSON, et puis je décide de filtrer les informations. Alors vous pouvez faire ça aussi en fonction de qui fait la requête. D'accord ? Je suis admin, je renvoie tout, ou une partie. Peut-être pas tout, peut-être que le numéro IBAN, je peux simplement l'offusquer aussi. Je suis admin, j'ai le droit de l'afficher, mais enfin, je vais l'offusquer quand même. Il n'y a pas que des gentils admins. Et puis sur la partie HTTP, là c'est pareil, vous pouvez, derrière la brique proxy request, on n'y pense pas assez souvent, mais la brique proxy request ne veut pas dire que c'est fini le traitement. Les retours passent par le WAF aussi. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur la partie WAF en retour. Aujourd'hui, on travaille sur l'équivalent de la sitemap, ce dont je vous parlais juste avant, la liste blanche de votre API. Ça, c'est en entrée. On travaille aussi sur une sitemap pour la sortie. Voilà, vous allez contrôler ce qui sort, encore une fois, peut-être en fonction de qui fait la demande. Voilà, mais ça, c'est important de le mettre en place parce qu'il y a beaucoup trop d'infos qui sortent. Oui, tout dépend de l'API que vous avez, mais voilà, les anciennes API, en tout cas, c'était comme ça. On renvoie tout par défaut, puis après, on verra. Alors, la vulnérabilité numéro 4, c'est un manque de ressources. Voilà, ça génère des attaques de type DDoS ou ce genre de choses. En fait, c'est les mêmes types d'attaques que vous avez sur la couche web. Il n'y a rien qui change par rapport aux API. Peut-être que les backends qui gèrent les API sont moins sizés que les backends qui gèrent les API standards. Du coup, plus facile de les faire succomber à un DDoS. Je vous ai mis également un petit exemple ici. Vous voyez ici, le chercheur, c'est pas très vieux. 5 août 2019, $30 000 sur un bounty pour Instagram, donc pour Microsoft.
C'est simplement, il prenait le contrôle de n'importe quel compte, il devinait le mot de passe, simplement en prenant quelques machines sur Amazon, et se le revenait à 150 $ pour avoir un compte Instagram, au hasard. La problématique ici, il y avait bien un rate limiting sur Instagram, évidemment, qui va vous limiter, par exemple, à 10 requêtes, 10 tentatives de mot de passe, et puis après, vous allez être bloqué par le rate limiting. Seulement 10 minutes après, vous pouvez recommencer. Et puis si vous changez d'IP, vous pouvez recommencer, etc. Donc il n'y a pas vraiment de système de blacklist pour vous interdire ça. Dans le WAF aujourd'hui, et beaucoup d'entre vous l'utilisent de cette manière-là, on peut, suivant le comportement de l'utilisateur ou les choses qu'il a effectuées, mettre cet utilisateur après identification par différents moyens, soit par son IP, soit par son IP et son user agent, soit par une identification un peu plus poussée au niveau du navigateur, le mettre en blacklist pour un temps donné. Ce qui du coup va réduire ses chances de trouver le mot de passe. Alors le rate limiting, vous allez le trouver partout également, par exemple sur l'envoi d'OTP sur votre téléphone pour une double autente, vous ne recevez pas le code, vous cliquez sur le bouton renvoyer le code. S'il n'y a pas de rate limiting ici, ça peut coûter cher à la société, si vous lui faites envoyer 1 million de SMS, et pourquoi pas sur un autre téléphone. Donc vous allez le trouver partout sur rate limiting. On peut le renforcer au niveau du WAF. Alors par la droite, je vous ai mis par exemple la vérification encore une fois après le proxy request. Donc, vérifier ce qui est envoyé par le back-end. Vous avez la limite sur la taille de la requête également, puisque par exemple une attaque DDoS peut consister, lorsque vous faites une recherche sur une API, souvent vous avez un paramètre qui s'appelle limit, voilà, qui va vous dire ramenez-moi les 30 premiers résultats. Si vous n'avez pas de contrôle et que l'utilisateur peut mettre 3 millions, hop, vous allez générer une requête qui va générer une réponse avec 3 millions d'entrées, c'est un peu gros. Vous lancez ça 1 million de fois et il n'y a plus personne en face. Donc ça, ce sont des limites qu'on peut faire encore une fois par la sitemap, voilà, vérifier la valeur de ce paramètre, typiquement. Et sur la gauche, je vous ai mis au niveau XML, vous voyez, par défaut, c'est activé par défaut. Si vous regardez les deux dernières options, qui contiennent des textes arrière, vous avez le nombre maximum de XML documents, que vous pouvez mettre dans les requêtes SOAP. Vous avez également le nombre maximum d'indentation de la requête. Si vous faites une requête avec des éléments indentés 1 million de fois, vous pouvez être sûr qu'en face, le parseur, il va vite partir, il va vite pas faire grand-chose, quoi. Donc vous avez plein de moyens, mais qui sont finalement les mêmes que sur la couche HTTP. Donc on sait très bien gérer au niveau du WAF, ou en tout cas renforcer lorsqu'ils ne sont pas en place, ou pas bien en place. Sur la partie 5, je vais peut-être accélérer un tout petit peu, c'est déjà 10h30. Broken Function Level Authorization, c'est un peu en corrélation avec le premier. Ici aussi, évidemment, tout ce qui est autorisation, donc qui va générer des attaques de type escalation de privilèges, obtention de droits d'admin sur certains contrôles, etc. Par exemple, vous faites une requête GET sur l'utilisateur, hop, vous avez le droit d'afficher l'utilisateur, enfin le profil d'un autre utilisateur, et puis si vous faites un put de exactement la même URL, est-ce que vous avez le droit de modifier l'autre utilisateur? Généralement non, c'est dédié à l'admin ou en tout cas ou à l'utilisateur lui-même, c'est tout. Mais c'est évidemment les premières choses que vont essayer les attaquants. Donc il faut vraiment distinguer au niveau de l'API les requêtes qui sont autorisées par les admins, les requêtes qui sont autorisées par l'utilisateur simple, ou alors on a même des scénarios où les permissions sont bien plus complexes. Vous avez multiples permissions, multiples rôles sur certaines applis. Il faut corréler tout ça et vérifier à quelle URL l'utilisateur en question a le droit et à quelle méthode il a le droit sur cette même URL, par exemple. Ou alors, vous avez même des API, vous savez, généralement les URL commencent comme ça, /API, /v quelque chose, qui est la version de l'API elle-même.
première chose aussi que va tester un attaquant. Si votre version actuelle c'est V2, bah, il va essayer V1, V0. Et souvent, bah, c'est toujours accessible. Et puis là, il va retrouver les vulnérabilités qui ont été réglées en V2. Mais voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va contrôler encore une fois par la sitemap. Vous pouvez avoir plusieurs sitemaps dans un même workflow. Donc identifier l'utilisateur, définir son rôle. Donc ça peut vous être transmis par différents moyens au niveau du WAF. Si ce n'est pas le WAF qui fait l'authentification. Et une fois que vous avez ce rôle, vous pouvez avoir une sitemap spécifique à ce type de rôle pour vérifier les requêtes qui sont autorisées, celles qui ne sont pas autorisées, etc. Vous pouvez également dire, les admins, ils ont le droit d'être admins seulement s'ils sont sur mon IP interne, sur mon réseau interne, ce genre de choses. Donc ça, c'est si vous liez les sitemaps à des weeks de décision dans votre workflow, vous pouvez avoir des politiques vraiment spécifiques en fonction des rôles de l'utilisateur. Je ne vous ai pas mis d'exemple ici, mais si vous cherchez Escalation Privilege, je pense que vous allez avoir quelques millions de résultats assez rapidement. La sixième, Mass Assignment, extrêmement simple aussi à utiliser. Vous voyez que sur les API, aujourd'hui, bien que c'est la surface d'attaque la plus large, puisqu'il y en a beaucoup plus que des applis web standards aujourd'hui, c'est extrêmement simple à exploiter. Le principe du Mass Assignment, je crois que je vous ai mis un petit exemple ici, qui est très récent. Vous savez, quand vous, par exemple, vous faites une requête sur votre profil, vous faites un get /user/ votre ID, vous allez avoir une réponse en JSON qui va vous détailler votre compte, nom, prénom, etc. Et souvent, peut-être même trop d'infos. Ou alors, un petit paramètre qui s'appelle balance, avec le montant, par exemple, de votre tirelire sur le site, ou le nombre de points sur votre carte cadeau, ou ce genre de choses. Et puis, vous avez le droit de modifier votre profil. Donc, l'équivalent au niveau de l'API, ça va être un put sur cette même URL, par exemple. Vous allez pouvoir changer le paramètre first name, last name, votre nom, votre prénom, pourquoi pas votre email, votre fonction, ce genre de choses. Tout ça, c'est autorisé depuis l'interface graphique. Et puis, peut-être que si vous reprenez un des éléments que vous aviez vu dans la réponse, vous pouvez modifier, pourquoi pas, ce paramètre balance. Et puis, du coup, vous vous retrouvez avec une tirelire beaucoup plus importante que celle que vous aviez. Ou pourquoi pas, si le paramètre s'appelle admin, vous vous retrouvez en tant qu'admin. Vous voyez dans l'exemple ici, l'utilisateur a ajouté dans sa requête get, enfin put, mais là c'était un post, mais c'est pareil. Pour cette appli, il a rajouté simplement le paramètre account allow API access, et puis il avait accès à l'API. Il faut savoir que sur cette application New Relic, elle est gratuite, donc c'est pas dur de découvrir les appels. Et puis, par contre, dans la version gratuite, vous n'avez pas accès à l'API. Donc lui, il a juste rajouté ce paramètre qui était renvoyé en résultat de son profil. Il l'a mis à true et maintenant il a accès à l'API. Et du coup, la société perd un peu d'argent si on peut utiliser toutes les fonctions sans même payer. Donc c'est juste un exemple, mais c'est extrêmement facile à faire également. Donc pour mitiger ça, alors c'est le fameux sitemap en retour. Déjà, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, pour éviter d'exposer trop d'informations, pour éviter de donner, de faire connaître à l'attaquant les paramètres qu'il pourrait utiliser de cette manière-là. Et puis surtout en entrée, la sitemap en entrée. Donc voilà, je fais un put sur mon profil, je n'ai droit qu'à tel ou tel paramètre. Si l'utilisateur en rajoute un autre, soit je vais l'ignorer, soit je vais le bloquer. D'accord ? Je crois qu'il y a une question maintenant. Je vais vous la lancer. Je vais vous demander de répondre. Toc. Sondage ouvert. Distribution. Ça devrait arriver. Alors la question, je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que pour la sécurité de vos API, vous mettez en œuvre de la validation de schéma? Donc c'est typiquement la sitemap dont je vous parlais, ou la vérification de schéma WSDL pour la partie SOAP. Et 5 réponses possibles. Oui, sur le pare-feu applicatif, en requête et réponse. Donc voilà, ce serait
vous êtes déjà en avance par rapport à ce que je vous ai présenté. Deuxième réponse possible, oui, sur le pare-feu applicatif, mais seulement sur les requêtes. Troisième réponse, oui, nous faisons ça, mais sur l'API Gateway. Alors, on n'a pas parlé d'API Gateway, mais on est vraiment complémentaire de l'API Gateway. Réponse D, oui, sur l'API Gateway, mais seulement sur la requête. Et réponse E, non. J'attends un petit peu ou je ferme? Ok. Merci beaucoup. Alors. Ok. Donc 35% d'entre vous le font déjà sur le pare-feu applicatif, sur la requête et la réponse. Je suis assez surpris, mais c'est très très bien. Ça veut dire que vous connaissez bien notre produit. 29% simplement sur les requêtes. Oui, on ne pense pas assez aux réponses, mais derrière la brief option request, vous pouvez en mettre autant que vous en avez mis avant. 12% le font sur la requête et la réponse au niveau de l'API Gateway. Et 29% ne le font pas aujourd'hui. Alors, ok. Donc je vais enchaîner sur, merci pour votre participation, sur la 7e. Alors celle-ci, cette vulnérabilité, enfin cette catégorie de vulnérabilité, on va dire, hein, je englobe un peu tout, c'est commun aussi au top 10 sur la partie web. C'est vraiment les erreurs communes, on va dire, de sécurité. Voilà, c'est le manque de header sécurité, c'est le manque du flag secure sur les cookies, c'est ce type de choses. Des oublis, je vous ai tout à l'heure, la V0 de l'API qui est toujours disponible, c'est une documentation peut-être un peu trop verbeuse, c'est tout ce que vont aller chercher des outils qui sont de toute manière aujourd'hui en grande partie automatisés, vont aller chercher les attaquants en premier lieu. C'est vraiment la découverte du site et la première chose que vous faire, c'est découvrir ce type de mauvaises configurations qui ne vont pas forcément engendrer des failles critiques, mais qui en combinaison avec toutes les autres vont aggraver les choses. Ici aussi, hein, on fournit un sous-workflow à mettre en réponse, donc après la web proxy request, qui est aujourd'hui dans l'espace client, dans le workflow repository, et qui est évidemment un candidat sérieux pour la refonte du package par défaut, dont je vous parlais tout à l'heure, qui viendra dans les prochaines versions. Donc ici, on va rajouter tous les nouveaux headers que sont censés suivre correctement les navigateurs pour la partie sécurité. Et évidemment, on peut restreindre, je vous ai mis tout à l'heure tout de suite à gauche, l'accès administratif sur certaines fonctions de l'API, donc ça à travers le workflow ou des briques de décision pour restreindre l'accès à votre réseau interne. Hop. La 8e, alors celle-ci, je pense que si vous avez déjà un WAF, vous êtes bien au courant de celle-ci. Ils l'ont appelée injection en référence évidemment aux injections SQL. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Aujourd'hui, vous avez assez peu d'injections SQL parce que ça commence quand même à être bien maîtrisé. Vous avez des tas d'outils qui vont vérifier les choses. Beaucoup de gens sont passés à NoSQL. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'injection sur NoSQL, mais elles sont beaucoup plus rares et beaucoup moins critiques surtout. Mais le terme injection en lui-même ne fait pas seulement référence à tout ce qui est SQL. Hein. Ça peut être une injection XPath, une injection de ressources, une injection LDAP, une injection de commandes. Enfin, c'est tout ce qu'on connaît, nous, au niveau du WAF depuis 15 ans. Donc là-dessus, on ne fait pas de la mitigation, c'est vraiment notre rôle, c'est le rôle du WAF lui-même. Alors, à travers, encore une fois, soit le firewall JSON, soit évidemment tous les moteurs avancés que je ne vais pas détailler ici, mais encore une fois, si vous voulez une présentation étendue de ça, n'hésitez pas à nous demander. Mais vous voyez qu'on a différents moteurs de sécurité en fonction du type d'attaque. Si vous liez ça derrière la sitemap, évidemment, rien ne vous empêche de mettre une sitemap, d'autoriser seulement la requête que vous souhaitez.
malgré ça, ce n'est pas parce que la requête est autorisée qu'elle ne contient pas d'attaque. Donc il faut quand même que derrière, vous ayez ce style de moteur qui sont à l'inverse de la sitemap, qui sont en mode liste noire, voilà, qui vont pallier à tout ce type de vulnérabilités qui restent communes, enfin, qui seront toujours là de toute manière. Donc ça, je vous invite à activer ces moteurs de sécurité en plus de l'ICX. Si vous utilisez aujourd'hui seulement l'ICX, vous n'êtes pas au top de la sécurité, hein, clairement. Il faudrait au moins vous rajouter la partie scoring list et pourquoi pas les moteurs avancés dans certains cas. La neuvième vulnérabilité, ça va être tout ce qui est oubli, on va dire. Hein. J'ai oublié de ne plus mettre en ligne tel serveur. J'ai oublié de désactiver des API qui sont obsolètes. Ce type de choses. Je crois que j'ai mis un exemple. Non, je n'ai pas mis d'exemple, mais encore une fois, hein, la solution ici, c'est vraiment de contrôler qui a accès à quoi, de vous donner une vision via des compteurs. Par exemple, vous pouvez mettre en place à travers le workflow des compteurs sur le nombre d'accès, ou ça, on le verra dans la vulnérabilité d'après, mais on intègre un Elasticsearch Kibana dans la solution. Donc, on intègre notre propre SIEM dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des logs de sécurité, évidemment, de trafic si vous le souhaitez. Si vous corrélez tout ça, vous êtes capable de rapidement remarquer qu'une application n'est plus utilisée ou alors ne devrait plus l'être. Ça vous permet en tout cas, ça va vous donner une vision des choses qui sont là peut-être depuis trop longtemps, qui n'ont plus lieu d'être, y compris en termes de, pourquoi pas, de security exception dans les versions qui viennent. Voilà, être capable de vous dire, telle exception de sécurité, elle n'a pas matché depuis 6 mois, peut-être que je peux l'enlever. Voilà, et pour éviter d'avoir trop d'exceptions et du coup de plus savoir si l'ensemble de ces exceptions font le travail ou si c'est devenu trop permissif. Mais encore une fois, la sitemap va vous aider là-dessus, en tout cas en entrée, pour vérifier que la bonne ségrégation des différents environnements. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop de pré-prod qui sont sur les mêmes composants que la prod. Et du coup, on duplique les choses dans un sens comme dans l'autre et généralement, ça ouvre des portes sur la prod. Et le dixième, il est commun également au top 10 de l'API, de la partie web sécurité. C'est évidemment le besoin de log. Voilà. Si jamais vous avez un problème de sécurité et que vous n'avez pas les logs, les event logs de ce qui s'est passé avant, ou même de vérifier, quelqu'un vous remonte par exemple un IDOR ou un problème d'accès. Aujourd'hui, il faut être capable de dire, en regardant les logs, ah bah tiens, cette vulnérabilité, en fait, ça fait 6 mois qu'elle est utilisée. On vient de me la remonter, mais ça fait 6 mois que des gens l'utilisent. Si ça donne accès, par exemple, à des informations sensibles, vous allez être dans l'obligation d'envoyer un mail à l'ensemble de votre base pour leur dire « Ah ben, il faudrait changer le mot de passe. » Également, vous êtes obligé. Et il faut être capable de voir que ce qui s'est passé dans le passé, simplement, c'est pas parce qu'on vous remonte une vulnérabilité aujourd'hui qu'elle est nouvelle. Donc le besoin de log est crucial aujourd'hui. Il vous arrive un problème, vous n'avez plus accès à rien, vous avez tout perdu. Si vous n'êtes pas capable de savoir ce qui s'est passé, vous allez tout remonter et c'est rebelote. Le lendemain, ça recommence, quoi. Donc ici, vous avez, on fournit, vous êtes nombreux à l'utiliser aujourd'hui et on va l'étendre de toute manière. On va fournir de plus en plus de templates par défaut, de dashboards que vous pouvez customiser à votre guise. Mais voilà, pour vous donner vraiment une vision quasiment en temps réel de ce qui se passe et surtout de ce qui s'est passé avant. Et ayant toutes ces informations, vous pouvez également les utiliser dans vos différentes autres bases. Par exemple, je pense à tout ce qui est
test de non-régression sur vos API ou test tout simplement de prendre les vulnérabilités qui ont été remontées au préalable, les intégrer dans vos différents tests pour vérifier la non-régression des vulnérabilités qui vous auraient déjà été remontées auparavant. Bon, j'étais un peu plus rapide à la fin, mais bon, le type de vulnérabilité, encore une fois, je pense que c'était de la 7 à la 10 sont quasiment communes à la partie web. Je pense que vous connaissez bien le sujet. Et puis, du coup, on s'est gardé quelques minutes pour les questions-réponses. Je repasse la main à Vera, je crois qu'il y a quelque chose à vous dire. Juste en conclusion rapidement, et merci beaucoup Guillaume pour cette présentation extrêmement complète. Donc voilà, les 10 vulnérabilités des API qui sont donc mises en évidence par la publication de la recherche WASP nous confirme le fait que les API sont vulnérables. C'est en raison de leur nature vraiment intrinsèque d'interconnexion et donc par défaut l'exposition à des parties tierces et donc la possibilité de divulguer de nombreuses données et des informations potentiellement sensibles et privées qui peuvent être très problématiques pour les entreprises. Donc, Rohde & Schwarz Web Application Firewall est une mesure préventive donc par plusieurs biais qui étaient donc très bien expliqués par Guillaume, mais je rappelle principalement le sitemap qui est donc la carte blanche des API. Ensuite, donc notre principe de workflow repository qui vous permet donc d'une manière très graphique et facile une gestion de politique de sécurité vraiment appropriée par risque et complètement configurable selon votre environnement. Et voilà la possibilité bien évidemment d'avoir des logs et des dashboards pour pouvoir remonter dans le temps et assurer un bon fonctionnement de votre WAF et une bonne protection. Bien évidemment, tout ça n'exclut pas des bonnes pratiques. Voilà, c'est une mesure supplémentaire. Rohde & Schwarz Web Application Firewall a tenu certains risques des API WASP et élimine d'autres, comme ça a été expliqué par Guillaume. Voilà, je me permets maintenant de vous poser une autre question. En conclusion, est-ce que maintenant que vous avez pris connaissance des 10 principaux risques liés aux API, vous aurez l'intention d'apporter des modifications à votre politique de sécurité sur les API? Donc, première réponse, oui, mais je ne sais pas quand ou comment. Oui, et j'aimerais être contacté par Rohde & Schwarz Cybersécurité. Donc, ça peut être Guillaume, par exemple. Non, j'ai déjà une politique en place pour gérer ces risques. Donc, nous vous laissons quelques minutes pour répondre. Il y a encore des réponses. Voilà, donc très bien. Merci beaucoup. On va pas afficher les réponses, ça sera pour nous, mais en tout cas pour ceux qui sont intéressés, nous prendrons bien évidemment contact avec vous. Et pour ceux qui ont déjà des politiques en place, très bien, et continuez à bien sécuriser vos API. Juste tout dernier slide sur Rohde & Schwarz Cybersécurité. Donc, nous sommes une société européenne spécialisée en sécurité avec 25 ans d'expérience, avec plusieurs produits qui vont du chiffrement jusqu'à les parfaits applicatifs qui a été le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Nous avons plusieurs centres de compétences, principalement en Allemagne et en France. Nos solutions sont primées et reconnues par des analystes de l'industrie et nous faisons partie d'un grand groupe qui s'appelle Rohde & Schwarz, avec 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux questions. Oui, je vais peut-être reprendre la main, Vera. On a une première question. Donc, quelle est la différence entre un WAF et une API Gateway? C'est une question qu'on a très régulièrement. Et je pense que les éditeurs d'API Gateway ont exactement la même. On est clairement complémentaires. En tout cas, les personnes à qui s'adresse l'API Gateway sont plus proches du développement que les gens du WAF, que les gens qui gèrent le WAF aujourd'hui. Nous, notre but, c'est quand même de rassembler tout ce monde-là, de faire marketingment parlant ce qui est appelé
la partie DevSecOps. Mais aujourd'hui, je dirais que sur 20-25% de notre présence, nous sommes en frontal des API Gateway. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose ce ne sont absolument pas des compétiteurs. C'est vraiment des choses complémentaires qu'on ne s'exclut pas, pourquoi pas, d'intégrer directement dans nos outils, peut-être un jour. Mais c'est vraiment pour gérer l'API Gateway, pour gérer la mise à disposition des API, le cycle de développement de vos API. C'est assez récent, hein, le fait d'ajouter une partie sécurité dans l'API Gateway, mais qui est une partie sécurité somme toute assez basique. Hein. Vous allez retrouver simplement une liste blanche, la liste noire, pardon, avec des expressions régulières qui vont matcher le top 10. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que le top 10 OWASP n'existait pas à l'époque sur les API, mais généralement ils ont une protection sur le top 10 des applis web. C'est assez bizarre. Mais la partie sécurité, souvent on vient en complément de la partie sécurité. Nous, on reste en frontal vis-à-vis de l'extérieur. Encore une fois, hein, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, on le voit et ça arrive sur l'API Gateway seulement si c'est autorisé. Déjà, vous avez économisé certains nombre de requêtes. Mais on ne s'exclut pas à être en partenariat avec certains éditeurs, voire pourquoi pas à l'avenir, avoir notre API Gateway pour étendre le scope. J'ai une deuxième question. Quelle est la différence entre... non, pardon. Vous avez parlé beaucoup de sitemap. Oui, effectivement. De quoi s'agit-il exactement? Alors, la sitemap, oui, effectivement, j'en ai parlé quasiment dans tous, hein, en remédiation, aussi bien en entrée qu'en sortie. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre de sitemap en sortie, mais on travaille dessus. La sitemap, comme je disais, hein, c'est vraiment la carte blanche de la carte d'identité de votre API. Donc, elle est constituée, soit vous l'apprenez, vous mettez le WAF, le workflow en mode learning, et vous apprenez toutes les requêtes qui sont faites depuis une IP de confiance, évidemment, et qui ne contient pas d'attaque, évidemment. Vous apprenez la requête et ça va être mis directement dans la sitemap comme requête valide et qui sera utilisée, qui sera donc acceptée par la suite. Vous avez différentes granularités dans la sitemap. Vous pouvez simplement faire une sitemap de type une liste d'URL autorisée. Et puis, vous avez des niveaux de sitemap bien supérieurs qui vont vous permettre de dire, pour telle URL, j'autorise telle méthode, tel paramètre, telle longueur de paramètre, tel type de paramètre, voilà, tel schéma de JSON qui est envoyé. Donc, c'est très granulaire et surtout, ça vit. Voilà, c'est généralement un fichier Swagger qui est généré au niveau du développement, qui est assez facile à générer, hein, qui est généré en même temps que la doc, généralement, au niveau des API. Si ce fichier Swagger, vous l'avez parce que vous maîtrisez votre appli, c'est vous qui la développez, vous avez simplement à la mettre dans la sitemap de votre workflow et vous avez une politique de sécurité au niveau de la liste blanche, en tout cas, qui correspond exactement à la version de l'API en question. Si vous mettez à jour votre API toutes les 5 minutes, toutes les 5 secondes, comme le fait Amazon, bon, vous uploadez de nouveaux fichiers Swagger toutes les 5 secondes. Et vous avez à jour votre carte d'identité. Bon, il nous reste 4 minutes. Je vais essayer de répondre aux questions qui viennent par la suite. Comment savoir si les mécanismes du top 10 API ont été bien mis en place sur le WAF? Alors, en tant que responsable Professional Services, j'ai envie de vous dire qu'on est tout à fait apte à vous faire un audit sur la question. Il n'y a pas aujourd'hui, effectivement, dans l'outil d'analyse des politiques en place, mais c'est intéressant. Ça pourrait être fait, en tout cas, un premier niveau pourrait être fait au niveau du WAF, pour vous dire, attention, là, peut-être que ce serait intéressant de mettre telle ou telle brique. Aujourd'hui, soit vous revoyez vous-même les workflows un par un face à ces types de vulnérabilités, soit un audit peut être effectué par nos services. Alors, ce n'est pas un audit de sécurité, hein, on ne fait pas d'audit de sécurité chez nous, mais on peut regarder les workflows en place et vous faire des préconisations en fonction de l'API qui est en face.
Je réponds à la dernière question. Aviez-vous aux participants à une rediffusion de ce webinaire? Oui, c'est prévu. Merci beaucoup pour votre intérêt. Et juste une autre petite annonce. Nous avons également un livre blanc qui est en cours de finalisation actuellement sur ce même sujet. Donc, vous aurez également la possibilité voilà, d'aller chercher le livre blanc sur notre site d'ici quelques jours. Voilà, donc, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation et merci à tous pour votre participation et peut-être à la prochaine fois. Au revoir. Merci à vous, bonne journée.